IDFM 98 de la bande FM. À nous de l'eau du miroir ce soir, tout plein d'espoir. La mort attendra aux éditions Belfond avec Michel Hilger, qui est altiste, je dis bien, peintre, compositeur, pianiste, chef de chœur, professeur et père de 4 garçons. Adopté à l'âge de 3 ans, il ignore tout de ses origines. Celles-ci lui ont pourtant laissé en héritage une grande anomalie du système nerveux. À 42 ans, il fait sans le savoir un premier AVC en plein concert, mais réussit à terminer la partition d'une petite musique de nuit de Mozart. Quelques années plus tard, un second AVC hémorragique le condamne et de ses phases comateuses, il entend les médecins envisager de récupérer ses organes. Sauf que Michel n'a aucune intention de mourir, il veut vivre et se réveille paralysé du côté droit. Le corps médical lui suggère une rééducation classique et lui annonce qu'il ne touchera plus jamais un alto. Il refuse la maladie et ses séquelles. Animé par une volonté inouïe, il décide, avec toute sa foi et son expérience d'artiste, contre l'avis de tous, de rentrer chez lui et par là, le réapprentissage des gestes quotidiens, de reprendre sa vie là où il l'avait laissée tout simplement. Donc il est né de parents inconnus, déclaré pupille de la nation sans motif officiel avant d'être accueilli par sa famille de cœur. Il n'a toujours pas résolu le mystère de son ascendance, mais il a toujours cru en ses rêves. Michel Hilger, bonsoir. Bonsoir. Alors ce livre, il y a marqué Michel Hilger, La mort attendra, et Gilbert Borde. Borde, voilà. Ce Gilbert Borde, on le voit nulle part ailleurs dans le livre, on va l'entendre, mais dites-nous un peu qui il est et pourquoi il figure sur la couverture. Alors, d'abord, c'est mon co-auteur, une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, que je connaissais par le fait qu'il était luthier. Donc, en tant qu'altiste, il est évident que j'avais affaire, bien sûr, à lui, de temps en temps, que je connaissais son nom. Et petit à petit, on a eu des moments de rencontre, de discussion, et puis finalement, je lui ai expliqué un petit peu ma vie, des secrets, des difficultés, et il m'a proposé vu l'état dans lequel j'étais mieux, après avoir quand même vécu des choses assez fortes, de m'aider à écrire un livre, lui qui était, à côté d'être luthier, auteur de beaucoup de romans. Et il trouvait mon histoire intéressante à divulguer. Et pour une fois, pour lui, l'occasion d'écrire une histoire authentique. Alors que jusqu'à maintenant, il écrivait des fictions. Et là, c'était l'occasion de mettre ses talents d'écrivain, pour écrire une histoire vraie. Voilà, écriteur. Joli, écriteur. C'est comme altiste. Voilà, c'est ça. Alors altiste, parce que vous êtes en même temps artiste et altoïste. Voilà, altiste, c'est ça. D'accord, on va entendre Gilbert Borde. Qui présente Borde, on dit. Oui, Borde. Oui. Qui présente La mort attendra. Il la présente dans votre. On va l'écouter. Alors ce livre est une leçon d'espoir. J'ai rencontré Michel Hilger pour la lutherie, pour la musique, et il m'a raconté son histoire. Alors son histoire, elle est double, mais la plus importante, c'est l'histoire de son AVC. Premier AVC fait en plein concert à Angoulême. Il s'en ressort, il repart à Paris, tout va bien. Deuxième AVC, là, il est laissé pour mort. Puis, il renaît, bien sûr. Sauf que lui, il est altiste professionnel et il a la moitié de son corps est paralysé et même très peu sensible. Son but a été aussitôt de pouvoir récupérer toutes ses aptitudes, et la musique c'est quelque chose d'extrêmement précis, et il a donc travaillé pendant 1 année. Il a refusé d'aller dans une maison de rééducation, il a fait cette rééducation seul chez lui, et très franchement c'est un exemple parce qu'il nous a montré que la guérison, les autres pouvaient nous aider, mais le ressort essentiel, il est en nous et il suffit de savoir l'activer. Ce que j'ai voulu surtout faire,
c'est rester très proche de l'exemple qui est un exemple vrai. C'est-à-dire que je ne suis pas allé chercher d'autres histoires, c'est celle de Michel qui m'a occupé tout le temps, tout simplement parce que il y a tout là-dedans. Il a démontré que lui, en tant que musicien professionnel, avait acquis un certain nombre de réflexes, un certain nombre d'habitudes, mais très précises. Ce sont des gestes toujours d'une grande précision. Michel a réussi à ça, mais parce qu'il était musicien de haut niveau, tous ces gestes étaient dans son cerveau, mais la transmission se faisait plus. Or, le travail a été de rétablir cette transmission. Il faut dire que Michel a la foi, et il a le sentiment d'être né pour aider les autres, pour donner aux autres, et il ne peut donner que ce qu'il possède, c'est-à-dire la musique. Et donc pour lui, c'était essentiel de retrouver son niveau, ce qu'il a réussi à faire en une année à peu près. Mais attends, ce que je veux dire aussi, c'est que ce retour à la vie et à un niveau élevé de musique n'est pas quelque chose de gagné tout le temps, c'est quelque chose qu'il doit constamment retravailler tous les matins pendant 1 heure ou 2. Il a des exercices très précis, toujours pour conserver ce qu'il a pu reconquérir sur lui-même. Voilà, donc c'était la voix de Gilbert Borde. Je vous ai en face de moi, Michel Hilger. Vous m'avez l'air en pleine forme, vous boitez pas, vous n'êtes pas du tout paralysé. On rappelle quand même que vous avez eu un AVC où on vous a dit que vous en aviez fait déjà 1 an avant, donc ça devait être le premier à Angoulême en 2010, le deuxième où vous vous retrouvez quand même hospitalisé, c'était en 2011. Et là, vous êtes emmené dans une ambulance et je crois qu'il y a quelqu'un qui vous appelle Michel. Et là, vous vous entendez crier dans votre tête, je m'appelle Frédéric. Frédéric, oui. Racontez-nous un peu. Frédéric, parce que arrivé dans la famille Hilger, vers 3 ans, tout d'un coup, l'idée a été que pour que l'adoption se fasse le plus possible, que les parents choisissent bien sûr un prénom qui leur convenait. Et donc tout d'un coup, le petit Frédéric, en tout cas je devais le savoir, devait s'appeler Michel. C'est pas que ça m'aurait peut-être c'était pas un désagrément, c'était une surprise et en tant qu'enfant, je tenais à ce qu'on m'appelle par mon vrai prénom. Mais comme je parlais très mal, j'avais du mal à articuler, enfin, je parlais je baragouinais, on va dire. Et donc mes parents n'ont pas eu un message très clair, voilà. Mais dans mon cerveau, je me suis vu à probablement 3 ans. Mais il paraît que dans des moments comme ça, on retourne en arrière. Ouais. Alors vous saviez que vous étiez un enfant adopté, mais par contre vous ne saviez rien du tout de votre ancienne vie. Non, pas à part certains flashs traumatiques qui m'empêchent d'ailleurs de dormir, et donc je m'étais fait force de ces insomnies de me faire encore plus créatif, c'est-à-dire au lieu de me plaindre, moi je me levais la nuit et puis je faisais des projets, des poésies, des musiques dans ma tête, des projets plutôt positifs, pour pas être pris en train d'avoir des sueurs froides. Vraiment, j'avais des visions qui étaient quand même assez cauchemardesques. Et aujourd'hui encore, j'ai encore parfois du mal à dormir encore. Mais l'idée, c'était de ne pas sombrer dans de la panique, mais transcender ça par mes possibilités artistiques, quoi. Alors tout petit, vous faisiez des pastels. Déjà à 4-5 ans, votre mère vous dit que votre premier pastel, vous l'aviez appelé la main de Dieu. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Elle l'a pas gardé? Si. Alors maman, elle a fait une collection numérotée, très méthodique. Ma mère était professeure et enfin, elle m'a vraiment reconstruit et elle a vu que j'avais une nécessité artistique. Et elle m'a vraiment aidé de ce point de vue-là à essayer de trouver les professeurs qui convenaient pour pouvoir faire des cours bien sûr normaux et continuer la musique, la peinture qui était nécessaire. Voilà. Alors, comme vous dites, vous avez eu des cauchemars, vous étiez assez jeune aussi et vous avez sauté. Le livre s'appelle La mort attendra, parce que c'est pas la première fois que vous vous en sortez. Vous avez sauté dans le vide à 2 mètres de haut quand même. C'est pas mal quand vous étiez enfant pour
parce que vous aviez peur d'un escalier. Oui, c'est mes flashs traumatiques de peur. Quand on me tend les bras, quand j'étais petit, j'étais pas sûr que c'était pour me sauver. J'avais la peur que ce soit encore pour m'arracher à qui j'étais ou aller vers un des lieux dans lesquels je n'y comprenais rien. Et dès que c'était un petit peu sombre, dès que c'est la nuit, dès qu'il y avait des odeurs d'essence ou de choses un petit peu curieuses, ça me faisait peur. Et là, je venais de découvrir, après du voyage, la famille de mes parents. Je découvrais la maison familiale. C'était probablement des lieux que je connaissais pas. Et au lieu de me réjouir, il y a des fois, il y avait des paniques qui me prenaient la tête, quoi. Donc vous vous retrouvez à l'hôpital. On a bien de la chance de vous avoir ici parce qu'à un moment vous entendez un médecin dire que vous êtes foutu et qu'on va récupérer vos organes. J'en profite pour que tous nos auditeurs sachent qu'il y a une loi qui est passée. Je pense que vous êtes tous au courant. Vous êtes tous donneurs d'organes, sauf si vous ne voulez pas être donneur. Je voulais la publicité qui était dans le 20 minutes d'il y a quelque temps. C'était dans le direct du 12 novembre 2016. La loi fait de chaque Français un donneur d'organes et de tissus présumés. On peut être contre, bien sûr, et dans ce cas, il faut le faire savoir. La meilleure façon est de s'inscrire sur le registre national des refus, mais vous pouvez aussi exprimer votre opposition à vos proches, par écrit ou par oral. Pour toute question sur le registre national des refus ou les autres modalités d'expression du refus, rendez-vous sur don au singulier d'organes au singulier.fr. Donc voilà, on est tous concernés, on est tous des donneurs potentiels et si on ne se réveille pas suffisamment tôt de son coma, on peut se voir retirer ses organes tranquillement. C'est ce qui a failli vous arriver à vous. Alors comment ça se fait-il? Est-ce que ça vous a donné un sursaut? Comment ça s'est passé pour que vous soyez là ce soir? Je pense que ça a donné un sursaut, mais je pense que c'était pas la première fois qu'on me mettait des challenges dans ma vie. Alors depuis tout petit, dès que j'ai voulu faire quelque chose qui me semblait correspondre à mes rêves et à ma vocation que je ressentais en moi, il y avait toujours quelqu'un qui me disait mais tu sais c'est très dur, tu vas pas y arriver, faire de la musique, vivre de son métier, tu veux être musicien mais faire un métier où on a un petit peu d'assurance. Et c'est vrai que je pense que mon professeur d'alto par exemple, quand j'avais 12 ans et que je lui ai dit que je voulais en faire mon métier, il m'a dit mais t'as pas les capacités, tu y arriveras jamais, enfin tu seras jamais un musicien, je serai jamais un musicien, voilà. Et donc quand j'étais au fond de mon coma entre guillemets, j'entendais mais j'avais l'impression d'être comme un poisson dans un bocal avec une vitre tellement épais que je ne pouvais pas, moi en tout cas, m'exprimer. Et vous entendiez tout? J'entendais tout, j'ai vraiment l'impression de continuer ma vie dans ma tête. C'est pire que d'être enterré vivant. On avait tous peur d'être enterré vivant, mais là on va être dépecé vivant si on fait pas attention. C'est en fait l'esprit qui continue à cheminer, à vivre. Pour moi, je continue à penser, à prier, à être vraiment mon âme, quoi. Mais je sentais tout d'un coup que la communication n'était plus possible et que à un moment donné, cette peur, voilà, c'est pas une peur, mais cette phrase qui a dit voilà, il ne pourra plus jouer d'alto est revenue. Et je me suis dit tiens, mais ça c'était après ça. Oui, mais quelque part c'était le même challenge. Quand j'ai entendu le docteur qui disait bon bah il est fichu, j'entendais pareil que mon professeur d'alto que je n'arriverai jamais. Et finalement avec beaucoup de persévérance, une fois et tout ça, j'ai réussi à passer des concours de violoniste et d'altiste pour avoir des places professionnelles. Et je pense que si je n'avais pas vécu des moments si capitaux comme ça, si difficiles quand même où on vous juge pas apte, non apte. On vit ça comme un peu comme des condamnations quand on est passionné par ce qu'on veut faire. Je pense que ça m'a aidé quand même là où j'étais à dire ben non. Moi je pense il n'est pas question que j'abandonne. Je me suis remis entre les mains de mon Dieu en quoi je crois. Et à ces moments-là, tout d'un coup, j'ai dû pouvoir faire un signe. Alors vous dites dans votre livre, vous pensez à Jésus portant sa croix vers son lieu de supplice et vous recommencez à espérer. Parce que bon, il y a eu c'est déjà le fait que vous étiez dans le coma et que vous aviez bien cru que on vous pensait pour mort, hein, donc et puis après on vous dit une fois que vous êtes réveillé que de toute façon c'est pas que vous êtes foutu là, mais qu'il y a plus que la moitié de vous-même, vous serez paralysé. Il y a une deuxième condamnation, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, paralysé, hémiplégique. Que le violon ça va être difficile, peut-être que le professeur de solfège, enfin, on commençait à me ménager, mais pour moi, si je me réveillais, c'était pour redevenir ce que je devais être et être conforme à la vocation
à laquelle j'aspirais. Alors, on vous disait quand vous étiez petit aussi que ne rien faire, c'est voler du temps au bon Dieu. Ça, cette phrase, je l'avais jamais entendue. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est venu sur Terre pour ne rien faire. Vous parlez d'une employée des impôts médium. Oui, alors, dans ma vie de musicien, d'artiste, de peintre, j'ai toujours, à des moments compliqués ou des moments où je n'y m'attendais pas, des personnes sont venues à moi avec des capacités qui étaient surnaturelles ou en tout cas pas normales au sens stricto sensus, et effectivement à Angoulême, alors que j'étais quand même très fatigué aussi à un moment donné, une dame toute nouvelle inscrite de la chorale donc d'Angoulême me serre la main la première fois de sa vie et la première fois de la mienne, et ressent le besoin de m'aider, et elle est prise par des flashs qui sont traumatisants. Elle va vomir et elle revient me voir 5 minutes après en disant mais il faut absolument que je vous aide. Et ces flashs correspondent exactement à ce que j'avais comme cauchemar. Et elle me dit depuis que j'ai été à Lourdes, j'ai ressenti un charisme. Et maintenant, j'essaye quand je peux et que je ressens le besoin d'aider d'une manière ou d'une autre les personnes qui croisent mon chemin. Et cette personne-là, après, petit à petit, a essayé de comprendre qui j'étais et a donné une part de lumière à mes mystères. En fait, oui, elle vous a quand même donné des messages. Ah oui, qui se sont vérifiés exacts après petit à petit. Alors que jusqu'à là, par amour de mes parents adoptifs, par amour de ma famille de cœur, vous cherchiez pas. Je voulais pas parce que ça leur faisait de la peine et puis ils m'avaient tellement donné de choses aimantes et magnifiques que je voulais pas me retourner. Un peu cet adage qui disait de tourne pas de peur d'être un statufié. Hein, et finalement, c'était une mauvaise interprétation parce que c'est pas parce que je n'aime pas mes parents adoptifs que je dois pas savoir pour autant, même pour mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon, un petit-fils, Gabriel, et je me dis, c'est peut-être aussi une justice pour eux de savoir un peu qui ils sont exactement. Et pour vos garçons aussi, parce qu'il semblerait que ce soit quand même un peu un problème génétique, cette maladie. Oui, probablement, oui. Donc, qui pourrait aussi atteindre vos enfants et vos petits-enfants. C'est ce que les docteurs disent aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc, ça peut être génétique, les problèmes cardiovasculaires. Donc, vous cherchez, mais dans votre livre aussi, vous avez des indications sur vos anciennes vies. Vous vous mettez à un moment dans la nuit à parler une langue que votre femme ne comprend pas. Il y a des histoires aussi dans une synagogue. Oui. Oui, c'est certain que. Alors, disons que dans ma vie professionnelle, j'ai été mise en contact très tôt, à partir de 19 ans, une fois que j'avais commencé ma carrière de musicien professionnel, par la garde républicaine. J'ai été contacté par un responsable de la grande synagogue de Paris pour pouvoir, en tant que musicien, jouer pour de grandes cérémonies. Et c'était tout à fait nouveau normalement pour moi, qui avait fait des musiciens plutôt classiques, une expression, une partition écrite plutôt catholique, grégorienne, etc. Et tout d'un coup, la première fois que j'ai mis un pied dans une synagogue, dans la grande synagogue de Paris pour une grande cérémonie, je me suis senti à l'aise comme un poisson dans l'eau. Et des réflexes étaient là avant même que j'ai eu à y réfléchir, et qui se sont additionnés à toute ma science, toute ma culture de musicien classique de conservatoire, plutôt Bach, Mozart. Et tout d'un coup, je pouvais improviser. Je comprenais à peu près le sens des psaumes, des choses qui me paraissaient complètement, normalement, étrangers à qui je pensais être. On va écouter un peu une compilation, cette fameuse compilation que vous dites qui ressemble un peu à... Voilà, où on a entendu une petite musique pour piano, le début d'un thème et variation que j'avais écrite pour un court-métrage que Nicolas, mon fils, avait essayé de monter dans ses cours à l'université pour être ingénieur du son. Et voilà que ce morceau de piano veut montrer, illustrer l'importance aussi chez moi de cet instrument
qui m'a permis aujourd'hui, avec bien sûr la foi et tout ce qu'on a parlé, de me reconstruire en tant qu'altiste, parce que quand j'ai été coupé en deux, entre guillemets, à mon réveil, d'après le coma et après cette AVC hémorragique qui avait fait donc une hémiplégie, mon côté gauche pouvait travailler, donc, mais ça m'a permis dès le lendemain, pratiquement de mon retour de l'hôpital, de pouvoir continuer à jouer un vrai instrument avec des accords, une mélodie, et petit à petit, c'est le piano qui aujourd'hui, avec beaucoup de persévérance, me permet de jouer de l'alto. Est-ce que vous m'avez dit juste avant l'émission et que j'ai noté, c'est que vous êtes donc un multimusicien et que c'est aussi ça qui vous permet de... Oui, c'est vrai. Vous auriez pas pu reprendre l'alto si vous n'aviez pas pu jouer du piano. Non. Alors c'est vrai que j'ai au fond de moi-même des certitudes qui pouvaient surprendre des entourages, j'allais dire, traditionnels. Parce que en France, un musicien classique, il ne joue pas de variété. Enfin, c'est un peu sclérosé, c'est un petit peu par clan. Quand vous êtes musicien baroque, on est un peu spécialiste. Quand vous êtes musicien romantique, on se spécialise aussi. Si vous voulez réussir à être altiste, pour les professeurs, faut faire 8 heures d'alto par jour, et puis ne pas faire forcément la musicologie ou d'autres choses. Surtout à l'époque, quand j'étais au conservatoire, c'était quand même très très structurer les cours et très monopensant. Et moi, j'étais pas comme ça. Dans ma tête, je me disais que l'alto était important, je me sentais vraiment altiste de vocation, mais que l'alto ne pouvait pas faire place unique dans ma vie, et que l'harmonie, le support des sons, l'ambiance harmonique que le piano peut donner quand on joue de l'alto, me semblait aussi indispensable que de jouer de l'alto. Oui, effectivement. Vous parlez du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui disait que le fait d'être violoniste est un atout considérable. Ainsi, tous les instruments qui nécessitent les deux mains, et en particulier ceux à cordes frottées, si peu en vogue aujourd'hui chez les jeunes, favorisent le développement mental et deviennent des moyens thérapeutiques étonnamment salutaires dans des cas aussi dramatiques que les AVC, où le cerveau et la volonté jouent un rôle essentiel pour la récupération. Donc, vous écrivez dans le livre, comment vous rentrez à la maison, c'est dramatique. Comment vos fils essayent de vous ramener, comment ils vous retrouvent. Vous pouvez pas marcher, c'est vraiment fou quand on réfléchit bien. Bah oui, c'est sûr que c'était quand même très compliqué. Ils vous déposent dans la chambre au premier étage et ils vous y laissent un peu. Ils me mettent. C'est la première fois qu'ils me voyaient pas pouvoir me débrouiller, que je reste pendant plusieurs jours dans une pièce sans trop vouloir communiquer ni sortir. De toute façon, j'aurais pas pu. Et c'était à eux de mettre des coussins dans votre dos. Voilà, vous tombiez sans arrêt sur les côtés. Vous pouviez pas vous relever. C'était le moindre geste qui paraît anodin me devenait une montagne. Mais bon, c'était mon choix parce que j'avais voulu sortir de l'hôpital pour pouvoir reconstruire à ma manière, et en me disant que mes certitudes personnelles étaient plus fortes que les scepticismes des médecins qui m'entouraient. Et je voulais retrouver mon univers pour pouvoir me reconstruire en tant qu'artiste et puis avoir un avenir plus lumineux en tout cas. Voilà. Il fallait déjà réapprendre à marcher. Ah oui, bien sûr. Aller aux toilettes tout seul. Voilà, en longeant les murs. Ouais, absolument. C'est vraiment un livre à lire pour voir un peu. Vous dites que vous aviez l'impression d'avoir remporté une étape du Tour de France. Ça s'écrit 2 fois dans le livre, tellement c'était pas facile. Donc il y avait aussi Spinoza. Vous écrivez dans votre livre qui disait que je le retrouve pas. C'est pas grave. Donc vous disiez, voilà, Spinoza, il faut avoir confiance. L'ordre du monde, disait Spinoza, est fait de telle sorte que notre capacité d'entendement n'est pas suffisante pour en saisir l'harmonie. Il faut avoir confiance. Ce qui nous paraît injuste est une partie de l'ensemble de la beauté nous échappe. Donc, pour affronter cette nouvelle épreuve, on doit garder sa confiance intacte. Voilà le maître mot. Vous dites aussi que nous avons tous et toutes en nous les moyens de guérir des pires des maux. Ce qu'on a vu juste avant d'arriver, c'est que vous avez à peine 50 ans et que c'est aussi pour ça, c'est que vous êtes très très jeune. Voilà, alors peut-être que ça a aidé effectivement comme je disais, que j'avais tellement de pain sur la planche, tellement de passion qui n'était pas loin d'être achevée. J'étais au début de beaucoup de
possibilités d'accomplir des rêves. Donc je pense qu'effectivement ça a dû aussi aider pour avoir un but ultime, plein de buts ultimes. Et comme je n'ai jamais mis tous les œufs dans le même panier, j'allais dire au niveau créatif ou artistique ou professionnel, j'avais beaucoup de challenges. Et plus j'avais de challenges, plus ça m'a motivé, je pense, effectivement. Et que depuis tout petit, je me rends compte avec le recul que les challenges m'ont toujours été nécessaires. Et une vie, j'allais dire, trop droite, trop peut-être monotone, aurait été compliquée, je pense, effectivement. Quand on vous voit aujourd'hui, on pense que vous n'avez même pas été hémiplégique. En ce qui concerne vos souvenirs d'une vie, pas antérieure, mais de votre première vie, tout cela a bien été confirmé par les révélations de votre jeune et jolie gitane dont vous parlez dans le livre, par celle de Dania et Véronique à Angoulême, et cela le sera encore plus tard lors des nombreuses séances thérapeutiques de sophrologie, de réflexologie, de kinésiologie. Il n'y a qu'une chose que vous n'ayez pas faite pour l'instant, c'est de l'hypnose. Voilà, c'est ça. J'ai pas encore osé. Et puis on m'a dit que ça pouvait être éventuellement à imaginer, mais on va voir ça dans quelques temps. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un tas de femmes différentes qui vous donnent les mêmes indications, qui sont lesquelles? Alors disons que au fil de la vie, les rencontres ont été donc toujours des femmes, effectivement, qui avaient des capacités donc, comme je disais tout à l'heure. En tout cas extra-lucide ou surnaturel, mais qui avait toujours dans la main, quelque part, un lien avec ma propre conviction, à savoir une petite Vierge Marie, un petit crucifix dans la main, enfin, bon. Donc ça n'allait pas en contraire avec mes convictions. Je crois que j'aurais jamais, déontologiquement, par amour de ce que je crois, fait un écart au niveau de cette conduite. Et en fait, sans chercher du tout à savoir des choses, j'ai laissé, entre guillemets, en suivant mon petit bonhomme de chemin, la providence faire son œuvre. Et est-ce que c'est des bons anges, est-ce que c'est des bonnes âmes, en tout cas, qui sont venus à moi? Et à des moments différents de ma vie, c'est maintenant, avec le recul que, effectivement, donc une gitane de 18 ans, quand j'avais 23, Dania et Véronique. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la gitane? La gitane m'a dit beaucoup de choses sur le mariage que j'allais faire avec mon épouse Florence aujourd'hui. A dit que j'allais avoir dans ma vie un gros souci de santé, qui ça allait être très difficile, une reconstruction compliquée, que le destin on n'en voulait pas que ça s'arrête là, et donc il faudra me battre, et puis au bout du compte il y aura une belle réussite, peut-être un destin qui est un petit peu hors norme, et qu'il faut pas forcément croire que ça s'arrêtera. Donc voilà. Ça, vous aviez 20 ans. Ah, j'avais 20 ans. Donc vous voyez, c'est quand même oui, ça fait j'ai mis du moment. temps avant, voilà. Et puis Dania et Véronique, c'était plus pour les visions de mes origines, en tout cas, ou de mon hérédité mystérieuse ou énigmatique en tout cas. Et qui vont être révélés une fois que j'aurai décidé, après mon AVC, après une petite reconstruction quand même où je pouvais remarcher, dire bon, maintenant qu'il faut qu'on voit que c'est génétique apparemment, mes difficultés de faire de la surtension et d'avoir aussi un chien au cœur. J'avais 2 problèmes, difficultés. Et on m'a dit que pour soigner plus efficacement, une analyse génétique aurait été intéressante. Donc ce détail-là m'a persuadé que même par amour, justement par amour pour mes parents adoptifs, mais aussi par amour pour mes enfants, il fallait que je me retourne, mais positivement. Comme une reconversion, on se convertit, finalement la conversion c'est aussi un retour catégorique, mais pour être plus en harmonie avec sa vérité, quoi. Donc un tas de messages qui se recoupent. Oui. Donc sur des possibilités d'avoir des parents qui ne seraient pas français, en tout cas, ou qui parlaient, en tout cas avec des origines ou slaves ou yiddish, qui correspondraient justement à ma facilité de jouer des répertoires qui sont très typiques, très connotés. Aujourd'hui, je joue dans un quintet franco-polonais. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ami qui est venu à moi, Jacek, qui m'a appelé il y a maintenant 20 ans. Et puis là aussi, j'ai trouvé ça sur le moment curieux, mais maintenant avec le recul, je vois que je suis à l'aise dans tous ces répertoires de russe, de musique slave, tzigane. Vraiment comme si c'était aussi clair que du bac. On va écouter la numéro 4, c'est la compilation, je ne sais pas, ça doit pas être du... Non, je sais plus, mais une musique allons-y. slave, mais c'est vous encore.
C'est un enregistrement public, Michel Hilger. Oui. Oui, c'est des, pour que ce soit live, on va dire, on a montré, c'est important, j'ai apporté que des extraits où c'est des morceaux qui sont joués en direct, voilà. Et Nicolas, donc, là, a pris le son, et tout à l'heure, on a organisé vite fait une petite clé USB pour qu'on puisse apporter un aspect illustration sonore, qui dans ma vie, c'est quand même important, la peinture, la musique et le son. Et alors là, ce que vous avez entendu, c'était donc au début un petit arrangement d'une sonate d'Ecclès. Henri Ecclès est un compositeur de l'époque de baroque, donc de Bach, mais que j'avais arrangé pour orgue et alto, pour donner une petite connotation slave quand même. Et puis après, carrément, ça a chanté et on a entendu le début d'un arrangement que j'avais fait aussi, de la valse de Tchaïkovski, dans une version pour alto et orgue, pareil, c'est assez original. Et là encore, je m'étais bien, vous avez entendu l'importance pour moi et de l'alto, de ce son chaud, et les harmonies que j'aime mettre à l'orgue, au piano, pour soutenir au mieux la sonorité de l'instrument. Voilà. Donc vous êtes toujours à l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM dans l'émission Au-delà du miroir avec Michel Hilger. La mort attendra aux éditions Bellefond. À la page 115, il est écrit: si j'ai bien compris tout ce que m'ont expliqué les thérapeutes et les neuropsychiatres que j'ai consultés, ce sont les câbles de transmission du cerveau aux muscles et à mes yeux qui ne fonctionnent plus très bien ou plus du tout. Le corps humain n'est qu'une machine destinée à supporter l'âme, mais cette machine a des possibilités d'autoréparation presque toujours inemployées. Je dois donc aller les chercher au fond de moi-même, les titiller, et cela personne ne peut le faire à ma place, pas même les grands spécialistes de la rééducation. Vous parlez aussi à un moment que vous vous rendez compte, vous essayez de griffonner de la main gauche, et vous découvrez un autre être tapis au fond de vous, profitant de la maladie pour se montrer au grand jour. Puisque comme vous n'avez plus votre main droite, c'est votre main gauche qui va essayer de faire toutes les choses. Là, vous essayez de peindre et vous faites des gros pâtés sur vos toiles et vous découvrez un autre être. Disons que il y a le fait, j'étais un petit peu ambidex quand même de fait de faire du piano, du dessin des deux mains, mais de là à écrire et à être maîtrise autant qu'une main droite, c'était pas le cas. Et là, tout d'un coup, le fait d'avoir une faiblesse, j'allais dire physique, être coupé en deux, comme je dis toujours, avec un côté béton et un côté qui a l'impression d'être vivant, mais balbutiant, parce que effectivement, quand on a les deux, une main qui est directive, et on se rend compte que finalement, on fait pas travailler énormément le côté qui ne l'est pas. Et là, je devais tout d'un coup affronter à la fois la vélocité de la main gauche à améliorer pour qu'elle soit en fait le tuteur de ma reconstruction de toute la partie droite qui était effectivement moribonde, quoi. Voilà. Et donc j'ai d'abord travaillé le fait de redevenir bien véloce de la main gauche pour continuer à faire la musique. Vous avez d'abord travaillé à vous mettre debout, à pouvoir aller aux toilettes tout seul, bien sûr. Aller dans la pièce où il y avait vos instruments de musique. Oui. Ça a pris quand même 15 jours. Ouais. Bon. Et vous aimiez faire vos expériences sans personne à la maison, parce que vous, le handicap, vous préfériez vous casser la figure, quitte à rouler, à vous traîner sur à ramper comme. C'est amusant parce qu'on vous suit à un moment, vous partez même en exploration en dehors de chez vous pour aller à l'église, parce que la première fois vous allez à l'église où on vous dépose en voiture et vous êtes quand même, tout le monde vous regarde bizarrement, et ensuite vous partez à l'église tout seul et on a l'impression que vous n'allez pas arriver à revenir. Ah oui, c'était un vrai marathon, mais bon, j'ai des convictions et je me disais que j'étais pas tout seul quand même pour m'aider, mais c'est vrai que je suis quand même assez prudent, c'est-à-dire que d'abord je voulais pas que la peur ou la peur de mon entourage rajoute à la mienne, quoi. C'est sûr que j'avais probablement du trac, mais en tant qu'artiste, le trac, on sait à peu près le maîtriser. Donc je m'étais dit une fois que j'aurais pas le regard de ceux qui m'aiment, de mon entourage, je serai plus libre, même si je tombe, de me relever avec moins de poids émotionnel entre guillemets, et puis finalement que leur vie continue.
voilà, même si la mienne était sur pause, que la vie de ma femme, de mes 4 garçons qui étaient tout juste adolescents pour Constantin et puis un petit peu plus pour Nicolas. Donc c'était entre 15, 14, 13 et voilà. Et donc c'est des âges où c'est quand même émotionnellement difficile de voir un papa comme ça tout d'un coup. Et c'est vrai que sans rien cacher, je ne voulais pas en surajouter. Voilà, on va dire ça. Si le grand neurologue qui lisait les résultats de l'IRM et de mon encéphalogramme me voyait maintenant à l'instant où je suis, il comprendrait combien c'est important pour un malade de se battre lui-même. Si chaque petite avancée est un encouragement à aller plus loin, la décision d'avancer doit venir de la personne handicapée et correspondre à une motivation essentielle. Je me dis qu'il ne faut rien attendre des spécialistes sauf des conseils qu'on est libre de ne pas écouter en totalité. Il faut toujours rester fidèle à ses convictions profondes. La guérison, la réussite à un concours est une conquête personnelle. Oui, l'important c'est des fois de pas se laisser avoir par des prédictions mauvaises. Vous ne marcherez plus jamais, vous serez jamais un professeur professionnel. Ah oui, c'est sûr que alors ça fait jamais plaisir à entendre, mais je me dis avec le recul aussi que si depuis tout petit on m'avait dit mais oui t'es trop mignon, que tout est bien, tu réussis, peut-être que j'allais dire que ça m'aurait pas aidé finalement dans ces moments-là. J'en étais même arrivé à remercier d'avoir eu des difficultés avant d'avoir l'épreuve de l'AVC, parce que je me suis dit que si ça avait été ma première épreuve de vie alors que tout réussissait, est-ce que j'aurais pu avoir les moyens voilà, des exemples dans ma tête qui me disaient, tu vois, on t'a déjà condamné, on t'a dit que tu réussirais pas en tant qu'altiste, et puis t'as réussi ton concours. Là, on te dit que tu marcheras pas, ben peut-être que c'est comme le professeur d'alto qui te disait tu pourras pas jouer de l'alto. Voilà, je me suis dit que c'était finalement le challenge était nécessaire finalement à aller au-delà de soi-même, quoi. Il faut pas oublier la douleur qui était quand même présente, et cette douleur vous l'offrez à Jésus. Voilà, ça c'était une démarche personnelle, oui. Comme lui, vous portez votre croix pour rejoindre Dieu. Est-ce que Jésus, il portait vraiment sa croix pour rejoindre Dieu, ou il portait notre croix? Moi, je pense qu'il portait notre croix, oui, voilà. Non, bien sûr. Mais disons qu'on une certaine foi en la transcendance et dans l'offrande, on peut dire que les douleurs ou les difficultés ou les renoncements ou les petits sacrifices, entre guillemets, c'est les mots qu'on peut employer, ou le jeûne ou des choses qui sont des privations, peuvent être transcendées parce qu'on peut les offrir. Et je me dis que maintenant, avec le recul, je peux prier, je peux penser aux autres. Aujourd'hui, je peux affirmer des choses avec plus de compassion, plus de sincérité, que si effectivement j'avais pas vécu moi-même des moments compliqués. Et aujourd'hui, je pense que quand je prie pour quelqu'un qui est paralysé ou qui vient d'avoir un AVC, je le prie probablement avec beaucoup plus de sincérité. Et mes mots aujourd'hui peuvent peut-être le toucher, parce que effectivement, ces personnes ou ces familles qui sont confrontées à des difficultés que j'ai traversées peuvent se dire que faut pas baisser les bras, en tout cas, et que si on veut partir effectivement vers la lumière et que c'est le moment, eh ben d'accord. Mais si on veut se battre, malgré tout ce qu'on entend de difficultés des spécialistes, si on a la foi en soi, si on a des convictions, si on a des projets, cela peut faire transporter des montagnes. Alors vous aviez mis la barre vachement haute, puisque un peu plus d'1 an plus tard, c'est-à-dire 15 ou 16 mois, c'est ça? À peine. Vous deviez faire un concert. Expliquez-nous un peu. Vous étiez complètement, paralysé, et vous aviez des obligations professionnelles qui devaient se passer. C'est-à-dire que, j'avais plein de projets, parce que les musiciens, en général, on a des professionnels, on a des calendriers qui sont des années à l'avance pour pouvoir se programmer des concerts. Et là, donc, j'allais dire que c'était au début de l'été, où j'étais rentré à la maison, et en principe c'est là où on commence à faire les programmes pour 1 an ou 2 ans après. Et au moment où je suis rentré à la maison, j'avais demandé à mon épouse de surtout rien dire, qu'on ne dise pas que j'avais fait un AVC. J'avais trop peur que dans le métier ça puisse être quand même mal interprété. En pleine carrière, c'est compliqué vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des employés, vis-à-vis de ces instrumentistes, amis ou même connaissances professionnelles, c'est compliqué. Donc j'attendais d'avoir un peu de recul sur les choses. Et puis au creux donc de cette difficulté, que on vient de m'annoncer donc un projet assez intéressant où on me demande de jouer un double concerto pour alto et orgue, les 2 instruments que j'aime par-dessus tout. Alors je pouvais pas jouer les 2 parties en même temps, mais
déjà orgue alto, ça m'a interpellé. Et on me demandait de pouvoir le jouer à un grand festival en Roumanie, à Timișoara, pour mettre en valeur donc le concerto de Michael Haydn, qui est le petit frère de Joseph Haydn. Et cela m'est apparu comme une main secourable au moment où j'étais dans la pire des situations. Et j'ai pris ça comme un cadeau de la Providence. Comme un challenge aussi. Comme un challenge, voilà. Après, on choisit les mots que l'on... Et ça, en 2014? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire un an plus tard? Ouais, c'est ça. Et finalement, cette main qui me propose de ce challenge a été un objectif finalement à atteindre au moment où je marchais même pas, quoi, encore. C'est sûr que je crois que mon épouse, quand j'ai dit oui, ok, j'accepte et je signe le contrat, là il a fallu aussi qu'elle croie en moi. Alors votre épouse, justement, vous pouvez lui dire merci, parce que le rôle de votre femme dans toute cette histoire, et peut-être de vos enfants, ça a été d'être présente quand il le fallait, mais aussi de se mettre en retrait quand vous vouliez être seul, ne pas se substituer au malade, ne pas le confiner dans un repos forcé et lui éviter le moindre effort. C'est-à-dire que pour tous les accompagnants, il faut aussi savoir de temps en temps ne pas être là. Bah, je pense qu'il faut laisser de l'oxygène entre guillemets dans la rééducation. Et c'est vrai que ce qui m'a apporté, c'était de continuer à vivre ma vie. C'est-à-dire, même si j'étais malade, j'avais l'habitude le matin de me lever en premier, de pouvoir mettre le lave-vaisselle, de préparer le petit déjeuner. Enfin, des petites tâches qui sont pas forcément que artistiques, mais qui ont été importants. Chaque moment de ma vie a été un moment de reconstruction pour que le but final soit de rejouer de l'alto, quoi. Enfin, ou de la musique et le concerto, le double concerto. Mais ma rééducation est passée aussi bien par, bien sûr, me lever, aller aux toilettes, effectivement, et puis petit à petit vider à la vaisselle, sortir le chien, oublier le chien. À Calypso, exactement. Non, mais c'est très important, un chien. Enfin, le chien. Et vous étiez pas tout seul. J'étais jamais tout seul, finalement, et elle a toujours été là, effectivement, avec de la tendresse, avec des petits coups de langue, et qui était effectivement, il y a pas les paroles, mais il y a l'affection qu'on ressent. Il n'y a pas ce pathos que, bien sûr, qu'on peut ressentir par la peur de sa femme ou de ses enfants, qui est tout à fait légitime, que j'aurais probablement eu en étant à leur place vis-à-vis de ce que je pouvais paraître comme quand même en grande difficulté. Vous avez eu l'aide aussi d'une femme qui vous a fait des massages du visage, des circuits énergétiques. C'était quoi? Vous savez pas exactement? Alors ça bien après quand même, quand j'ai pu remarcher et reprendre mes activités, donc au bout un certain nombre de mois quand même, j'ai repris mes activités de professeur à l'Académie des Arts de Thiers, où j'enseigne depuis 25 ans. Et entre autres, j'ai des parents d'élèves, une en particulier qui est spécialiste de la médecine vietnamienne. Alors je pourrais pas dire le nom, mais la technique consiste, elle est ancestrale. Hein, elle m'a expliqué que c'est vraiment des choses qui sont de millénaires. Et donc la coutume fait que c'est la première fois qu'un docteur me dit voilà, tant que le membre n'est pas coupé, vous allez pouvoir récupérer ce que vous saviez faire. Donc ça m'a déjà donné un peu de foi, enfin ça m'a rajouté à ma foi que enfin un docteur qui n'était pas occidental, mais avec une médecine thérapeutique, me dit que c'est possible. Alors l'idée c'était donc de réveiller par le côté gauche que j'avais bien rendu véloce, de réveiller par les points énergétiques tout le côté droit qui était encore endormi ou moribond ou à réveiller, puisque dans cette technique-là, chaque partie d'une corps, dans une main, par exemple, ou sur le visage, correspond le corps en entier. C'est la réflexologie, ce qu'on dit. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, l'arête du nez, par exemple, correspondra à l'épaule, etc. Donc, il faut quand même être assez long, hein, parce qu'il faut titiller le point pendant avec une petite temps, brosse, voilà, avec des épines, enfin genre d'épines, avec des petites poinçons, on va dire. Et puis il faut avoir un peu mal. Et puis 1, 2, 3, 5 fois. Puis après on recommence, on continue, etc. Il faut être très méthodique. Bon, un peu comme un artisan, un sculpteur, un luthier, comme Gilbert Borde, on disait tout à l'heure, qui est luthier. Enfin, faut un côté artisanal quand même. C'est sûr que d'avoir cette éducation-là m'a probablement aidé aussi à supporter cet apprentissage de cette technique de thérapie, qui est ancestrale et qui aujourd'hui je recommande parce que avec bien sûr ça m'a énormément aidé et ça continue aujourd'hui tous les jours à m'aider à pratiquement cacher toutes mes ankyloses, quoi. Elle est très étonnée d'ailleurs parce que quand elle est sur votre bras droit, elle se rend compte que vous sentez vraiment rien. Ah oui, non, mais là c'était impressionnant. Et il était vraiment entre parenthèses mort. On va écouter justement Gilbert Borde qui parle quand la réalité dépasse la fiction. C'est
c'est Gilbert Borde. Dans ce cas très particulier, bon, il y avait l'exemple absolument extraordinaire qu'est Michel, un exemple d'espoir. Ça, j'avais envie de le faire connaître aux autres. Mais il y a aussi autre chose. Il y a un autre aspect de la personnalité de Michel, c'est que c'est un personnage tout à fait atypique, dans la mesure où il ne sait pas, il a 53, pas loin de 50 ans, il ne sait pas où il est né, il ne connaît pas exactement son âge et il ne sait rien de ses parents. Et c'est ce côté tout à fait mystérieux qui m'a intéressé, parce que d'autant plus qu'il est pupille de la nation, donc. Et il n'a jamais pu rien savoir sur ses origines. Alors cette manière dont il en parle, moi, m'a fasciné parce que c'est quand même un sujet de roman. Et même, je crois, que si j'étais allé voir mon éditeur en lui disant que je veux raconter l'histoire d'un personnage contemporain qui ne sait rien de lui, on m'aurait rigolé au nez en me disant que c'est absolument impossible. Eh bien si, c'est vrai. Ça, c'est un roman, mais vous savez, c'est un roman aussi. Simplement, Michel, de retour chez lui après l'hôpital, devant faire les 3 mètres qu'il sépare de son lit aux toilettes, parce qu'il y a des obligations comme celle-là, et attendant que tout le monde soit parti, parce qu'il ne voulait pas se montrer dans quelque chose d'humiliant, et allant aux toilettes en rampant, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire, qui demande un courage, qui demande une abnégation totale. IDFM 98 de la bande FM. Donc Michel, il gère, vous arrivez à faire ce concert. Finalement, il se passe très bien. Oui, vous trichez un peu parce qu'il y avait un siège. Oui, voilà. Mais personne ne s'est douté de tout ce que j'avais pu traverser. Et non, c'était un moment de reconstruction, de revue, de reprise en main de la vie, un témoignage de foi aussi pour mon épouse, enfin qui a pas pu m'accompagner mais qui a su que ça s'était bien passé, et aussi le fait d'avoir aussi dedans les 2 instruments que j'aime. Il y avait mis en valeur l'orgue, l'alto. Bon, j'ai joué que l'alto à ce moment-là, mais il y avait aussi ma partie compositeur, parce que dans le concert, j'avais réécrit les cadences, c'est-à-dire les cadences et les petits moments où les instruments solistes jouent tout seuls, sans accompagnement d'orchestre. Donc j'avais aussi mis en valeur aussi cet aspect-là très important pour moi, de créer ou de réarranger des musiques. Et donc j'avais toutes mes facettes, à part la peinture qui n'était pas visible dans le concert, mais effectivement... Vous n'avez pas peint le clavecin ou l'orgue comme vous le faites quelquefois? Voilà, non, pas là, parce que à Timisoara, ils ne savaient pas que j'étais peintre, mais après, ça m'a donné des opportunités dans les festivals que je fais aujourd'hui, d'essayer de mettre toujours en valeur dans un thème le côté des mots, la poésie, des mises en valeur de l'image, et bien sûr de mise en valeur d'une illustration sonore en même temps. Là, vous allez nous lire la fin de votre livre avec les 12 conseils que vous donnez à ceux qui pourraient avoir un problème de maladie. Oui, ou un challenge important dans sa vie. C'est en fait, avec le recul, 12 petits conseils que je pourrais donner pour peut-être envisager de réussir sa rééducation. D'abord, c'est se persuader que même ce que l'on entend, qui paraît compliqué, rien n'est inexorable. Après, ne pas s'enfermer dans la maladie et dans une attitude de passivité. On est sûrement forcé parfois de combattre. Se battre pour ceux qui comptent pour vous et que vous aimez. Se persuader qu'avec la volonté, le cerveau, qui reste malléable, pour recréer des circuits et peut remplacer tous ceux qui ont été endommagés. Renouer le plus vite possible avec son quotidien, avec toutes ses habitudes, domestiques, spirituelles ou plus spécialisées. Être méthodique, répétitif, tout en imaginant de nouveaux moyens au besoin pour avancer. Il y a une partie de créativité. Ne jamais renoncer. Se réjouir de chaque petit progrès. Et en garder trace pour bien en prendre conscience. Et y puiser la force de franchir de nouvelles étapes petit à petit. Motiver sa rééducation par un objectif important, dans la suite logique de son activité antérieure, dans la réalisation de soi-même. Commencer sa renaissance avec des objectifs simples, ne pas brûler les étapes trop rapidement, prendre appui sur ces parties valides de son corps, qui deviennent des tuteurs, se concentrer avant chaque tentative, avec prudence,
commencer une nouvelle discipline au besoin pour dépasser et éviter les comparaisons qui seraient négatives. Ne négligez absolument aucune piste thérapeutique, réaliste ou mystique, en se méfiant quand même des côtés charlatans qui peut exister, bien sûr. Alors, votre éditeur dit à la fin qu'un peu plus de 5 années se sont écoulées depuis le dernier AVC de Michel Hilger. Sa vie au quotidien reste un perpétuel combat. Au moindre relâchement, les séquelles de l'hypertension reprennent le dessus. Ainsi, en 2014, il a encore passé le début du mois de décembre au service de soins intensifs de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Remis sur pied en quelques semaines, il a repris le travail. Les médecins le mettent en garde contre son hyperactivité peu conciliable avec son état, mais il n'en a cure. Il ne sait pas vivre autrement qu'à 100 à l'heure, aimant partager ses passions et penser que s'arrêter serait irrémédiable. Récemment, en mars 2016, une nouvelle alerte l'a obligé à cesser tout travail. Pendant 2 mois, la lourde épée de Damoclès pèse toujours au-dessus de sa tête, mais il n'y pense pas. Chaque jour est une victoire qu'il ne doit qu'à son mérite. Et le combat continue, comme il le dit dans son livre « La mort attendra ». Est-ce que c'est de l'hyperactivité ou c'est simplement le désir de vivre comme tout le monde, quitte à ce qu'on vive moins longtemps? Oui, je pense que l'important n'est pas de durer, mais de vivre intensément et de réaliser les vocations pour lesquelles on sent qu'on est fait, quoi. Après, il est évident qu'une fois qu'on a bien usé la mèche de sa vie, ou peut-être la flamme, je sais pas, peut-être qu'après on n'a pas la même envie de repartir toujours. Mais là en tout cas, quand moi ça m'est arrivé, j'avais tellement de passion, tellement de vision encore à explorer que je me sentais vraiment trop tôt le fait de devoir quitter ce cheminement en tout cas. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai encore beaucoup de projets et de cultiver les projets. Je connaissais parfois des amis ou même des personnes. J'ai rencontré par exemple à la fin de sa vie Marc Chagall, qui avait presque 100 ans. Vous l'avez rencontré où? J'ai rencontré par le biais de Madame Marteneau. Oui, mais il était où? Alors justement avec Madame Marteneau qui était donc un de mes professeurs qui a fondé la méthode Marteneau à la fois dans la musique et la peinture. J'étais très intime, on va dire, avec Madame Ginette Marteneau, et qui était une amie très proche de Marc Chagall. Et à un moment donné, on a eu un dîner, et Marc Chagall était invité aussi. À Paris? À Paris, sur Paris, à Neuilly. Voilà. Et donc, j'ai vu Marc Chagall au dernier moment, pratiquement à la fin de sa vie. Mais alors, toujours des passions, toujours une ouverture sur les autres, et toujours un projet de tableau ou de texte. Une grande curiosité. Oui, voilà. C'est important. Et donc même à 100 ans, on peut avoir encore des projets, quoi. Donc c'est important. Donc accepter son état peut être une force de sagesse, mais aussi un renoncement. L'important c'est de pas renoncer. Pour l'instant, vous renoncez pas. Je pense que, comme vous le dites, le matin, il vous faut tout un tas de trucs pour démarrer, mais je vous disais que en vieillissant, c'est un peu pour tout le monde. Oui. On est moins souple, donc qu'est-ce que vous faites le matin, vous? Disons qu'aujourd'hui, ça, avec le recul, ça va quand même un petit peu mieux. Ça fait que c'est vrai que, mais au départ, la difficulté qui a eu les premiers mois, les premières années de ma reconstruction, c'est que dès que je m'assoupissais un petit peu, ou dès que je restais un petit peu longtemps assis dans une voiture ou en train ou devant la télévision, les ankyloses et la sensation de posséder son corps diminuait. Donc à chaque fois que j'avais dormi, il fallait que un peu comme un vieux diesel, quoi. Fallait chauffer la machine. Voilà, oui, mais alors chauffe Michel. Voilà, c'est ça. Et donc c'était vraiment un redémarrage à chaque fois. Alors bon, c'était vraiment une conviction que tous les jours était à recommencer, quoi. Ah, mais combien de temps le démarrage? Des fois ça met 1h30, 1 heure. Ah oui, quand même. Oui, des fois avant midi, je suis pas, bon, plus aujourd'hui, mais pendant des années, toute la matinée était consacrée que à ma reconstruction, et je donnais mes cours en début d'après-midi, mes concerts le soir. J'avais toute la journée pour me réchauffer, entre guillemets, pour pouvoir réussir à tenir debout, à faire mes cours, à conduire, à sentir mon pied. Oui, c'est la première fois que vous avez pris la voiture, c'est comique dans le livre. Ah oui, non, mais le livre s'appelle La mort attendra, c'est de Michel Hilger, Hilger, et coécrit avec Gilbert Borde, Bordes, aux éditions Belfond. On va écouter en fin d'émission, compilation, votre... Concerto, je crois. Ouais, le fameux concerto. Le double concerto de Michael Haydn. Qui s'est joué donc en Pologne, là.
On est d'accord? C'était Timișoara sur Roumanie, mais c'est pas grave. En Roumanie? Oui, à l'époque c'était là. Après je l'ai rejoint ailleurs, bien sûr. D'accord. Maintenant c'est devenu presque mon concerto fétiche. C'est-à-dire que dès que je peux le jouer, c'est pour moi une occasion de revivre un instant très positif et de témoigner aussi comme quoi c'est une reconstruction est absolument possible. Donc vous prenez quand même un peu le temps de vous reposer de temps en temps. Oui, aujourd'hui je délègue peut-être un peu plus que ce que je faisais avant. Vous avez parlé de la méditation, vous avez dit, c'était une très belle phrase que j'ai pas, mais les auditeurs la retrouveront de tête, que la méditation permet d'oublier finalement son handicap aussi. Hein. Oui, non, mais je pense, moi je suis très méditatif, beaucoup cultivant la prière, cultivant des transcendances, on va dire. C'est-à-dire que les mots MAUX, peuvent être transcendés, peuvent être allégés par une vision positive et un côté sensible. Voilà, la couleur, la pâte à modeler, la créativité, avec peut-être des choses simples. Hein, c'est pas forcément compliqué d'être créatif, mais dès que l'on met un petit peu de création dans sa vie, je pense que c'est vraiment un outil de résilience, comme dirait Boris Cyrulnik. Ça peut être un baume, vraiment réparateur. Et puis quand on a des traumatismes, des flashs qui sont traumatisants, on les enrobe avec du pastel, avec de la laine, avec du tissu, avec de la peinture, avec un accord de piano. Ça aide quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui je me rends compte, qui n'ont absolument pas de culture créative ou artistique dans leur vie, ou un aspect méditatif, et à ce moment-là, ils sont très cartésiens et prisonniers des peurs, parce que pour eux, 2 et 2 font 4, c'est des certitudes, et quand on n'est fait que de certitudes dans sa vie, c'est parfois très lourd, dans des moments compliqués comme j'ai pu traverser. Merci Michel Hilger. Merci à vous de m'avoir invité. La mort invité. attendra. Merci beaucoup. Il faut qu'elle soit patiente avec vous. Vince n'est pas arrivé, on va laisser un peu ce concerto en espérant qu'il soit juste un peu en retard.